Madame Duvier-Pierre-Louis, c'est un plaisir de vous interviewer, étant l'un des membres de la Task Force WISE Haïti. Vous avez organisé en préparation à ce sommet 2 journées de séminaires qui étaient surtout focalisées sur des initiatives qui marchent en Haïti. Vous avez présenté hier à une session dédiée à cette Task Force les résultats de ces séminaires. Vous avez également dirigé un workshop aujourd'hui au sommet de WISE. Nous voudrions vous demander comment a été cette session, les questions qui ont été posées, les discussions que vous aviez eues. En quoi ont-ils aidé? En quoi peuvent-ils aider? Bien, eh bien, d'abord, je vous remercie de m'interviewer dans le cadre de ce 3e sommet de WISE. La task force a été annoncée l'année dernière à la fin de la conférence par le docteur Altani, qui est le président de la WISE, de la Qatar Foundation. Et on était assez honorés que Haïti ait été choisi. C'est le seul pays qui a été choisi pour qu'il y ait une task force internationale pour essayer de voir comment reconstruire le système éducatif haïtien. Donc, on a travaillé pendant l'année et nos travaux ont culminé dans cette conférence dont vous venez de parler, qui a eu lieu en Haïti à Port-au-Prince à la fin du mois de septembre. Alors, on avait choisi, plutôt que de faire, encore une fois, un diagnostic du système éducatif, où on va reprendre tout ce qui ne marche pas, tous les problèmes, aussi quantitatifs que qualitatifs, nous avons pris un autre angle qui est en ligne avec ce que WISE préconise, à savoir chercher des démarches novatrices. Et nous avons choisi, ce qui n'était pas facile, une démarche un peu innovante elle-même, qui était voir quelles sont les études de cas que nous pouvions mettre en exergue et qui montrent justement ce qui se fait dans l'éducation et qui marche, malgré les difficultés, malgré les contraintes, mais quelque part, il y a un certain nombre d'initiatives en Haïti, privées, publiques et communautaires, publiques-privées, qui marchent. Alors, comment faire en sorte qu'on parte de là pour construire et faire en sorte que tous les acteurs qui sont concernés, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, les bailleurs, les expériences d'autres pays, puissent tous ces acteurs puissent se mettre ensemble, analyser ces études de cas et voir à partir de là sur quoi on peut construire. Donc ça a été ça notre démarche. Et nous avons choisi 20 études de cas dans tous les domaines, de la petite enfance en passant par le primaire, le secondaire, l'université, la formation professionnelle, les cas spéciaux, puisqu'on a eu quand même des études de cas sur les enfants des rues, les enfants en domesticité, les handicapés moteurs et les projets intégrés. Donc on a vraiment pris toute une gamme de projets et il s'agissait de faire en sorte que tous les acteurs dont je viens de parler soient témoins de ce qui se passe, comme on dit en anglais, at the grassroots level, donc vraiment au niveau de la base, sur le terrain. Et ce qui a été surprenant, et c'est ce que nous avons révélé hier dans la session qui a eu lieu, où on avait été invité à dire ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un certain nombre de leçons que nous avons tirées de cette démarche-là. D'abord, effectivement, qu'il y a des cas, des initiatives qui marchent et qui sont porteuses. Ce qui est intéressant, c'est que tous ces cas sont porteurs parce qu'il y a un leadership. Il y a quelqu'une qui dirige ces projets, qui a une vision, quelles que soient les limites dans lesquelles ce projet s'inscrit. Il y a un leadership local. Troisièmement, ce qui était assez frappant, c'est que Haïti, c'est quand même un petit pays. Or, ce qui se fait aux abricots, le projet Paradis des Indiens par exemple, est complètement ignoré de ce qui se fait à Gros-Morne, dans le réseau d'écoles vertes, ou qui se fait à Valu. C'est-à-dire les gens, des fois, ont une connaissance tout à fait rudimentaire,
Mais dans ce petit pays où il se passe des tas de choses sur le terrain, les porteurs de ces projets s'ignorent. Le ministère ignore pas mal de ces projets et certainement les bailleurs. Donc, la mise en présence de ces acteurs a créé une dynamique qui, pour nous, peut être conduire à construire quelque chose de nouveau et de novateur dans le système éducatif haïtien. Donc, c'est ce que nous avons restitué ici. Et comme à la conférence qui a eu lieu en septembre dernier, nous avions invité des institutions qui ont eu un prix de WISE, comme l'Escuela Nueva de la Colombie, le projet de formation professionnelle du Paraguay, et nous avions invité ces gens aussi à venir non seulement nous écouter, savoir ce qui se passe en Haïti, et partager avec nous leurs propres expériences, ce qui a été fait. Et ils étaient ici à la session de restitution hier, donc ont pu eux aussi dire combien ils ont été impressionnés par la dignité du peuple haïtien. C'est-à-dire même dans cette précarité dans laquelle nous vivons, les gens sont absolument dignes. Ils ont un sens très profond de ce que c'est que l'éducation. Et ce qui pour moi est important, c'est que confusément, les gens savent aussi que l'éducation ne peut pas se limiter à l'aspect novateur. L'éducation, c'est aussi les valeurs. Des valeurs de solidarité, de respect de l'autre, d'un sens de ce que c'est que le savoir, le partage des connaissances. Donc pour moi, tout ça était extrêmement important et c'est ce que j'ai voulu essayer de montrer, moi, dans la session de restitution qui a eu lieu hier. Alors j'étais à la session d'hier et j'ai vu que M. Martin Beurt, il a parlé qu'il devrait avoir un suivi qui devait être fait, qu'on devait continuer à accompagner le système éducatif haïtien. Est-ce que ça a été abordé dans l'atelier d'aujourd'hui? Alors justement, l'atelier d'aujourd'hui, c'était un atelier de suivi. Qu'est-ce qui se fait? Et Martin Beurt avait parfaitement raison. L'éducation est un processus de long terme, mais reconstruire ou innover ou réformer l'éducation, c'est encore un processus difficile et un processus à long terme. Donc, nous, quand on est venu ici, on était sûr de pouvoir restituer ce qui a été fait, mais on ne savait pas encore quelles dispositions le WISE et le Qatar Foundation allaient prendre pour le suivi. Donc, on a été heureux d'apprendre qu'ils ont décidé de continuer. Donc, la task force va continuer. Et il va falloir des actions un peu précises et pour voir dans quelle mesure on peut renforcer ces initiatives, créer plutôt un network, un réseau, faire un mapping de ces initiatives-là, sélectionner celles qui peuvent faire quand même aller dans une marche de progrès et d'avancement. Donc, renforcer les capacités, renforcer ces initiatives. Et c'est ce qu'on va maintenant déterminer avec des objectifs précis parce que l'année prochaine, vraisemblablement, il va falloir rendre des comptes encore et donner les résultats de ce que nous allons pouvoir faire en cette année 2012. Donc, rien n'est encore déterminé. C'est tout un processus. On n'a pas encore les grandes lignes de ce qui peut se faire. Oui, on a les grandes lignes. On sait qu'on va devoir faire un network de ces initiatives, un network et un mapping de ces initiatives. On sait qu'on va devoir sélectionner parmi elles celles qui méritent d'être renforcées et les renforcer. Et parce qu'on a un mandat de faire quand même quelques actions concrètes. Donc, selon vous, cette task force aurait un impact positif sur l'éducation en Haïti? Vous savez, le monde de l'éducation est un monde complexe et énorme. Donc nous, même si on a de grandes ambitions, on est quand même assez humble et assez modeste.
Je crois qu'en Haïti, il faut voir grand et faire petit. Donc, parce qu'on n'a pas les capacités. On n'a pas les capacités financières, on n'a pas les capacités humaines, et on n'a pas les capacités matérielles pour faire tout ce qu'on aurait aimé faire. Bon, c'est bien d'avoir envie de faire tout ça et de savoir que les enfants et les jeunes en Haïti le méritent. Donc, c'est difficile de dire qu'on aura un impact sur le système éducatif haïtien, mais on a au moins la prétention d'avoir un impact sur les initiatives que nous aurons sélectionnées et qui pourront bénéficier d'actions concrètes de manière à renforcer ce qu'elles font déjà. Ok, c'est très bien. Comme nous sommes des jeunes à l'université, alors j'aimerais bien que vous vous adressiez un peu aux jeunes à l'université en Haïti pour leur dire qu'est-ce que ça va apporter pour les jeunes pour rentrer à l'université après le baccalauréat. Est-ce qu'on a déjà pensé à ça un peu plus? Bon, ce n'est pas le rôle de la task force de faire ça. Ceci dit, moi j'enseigne à l'université Quisqueya, donc je suis en contact permanent avec des étudiants, des jeunes, et je dois vous dire que très souvent je suis assez perplexe par ce qui se passe dans la tête des jeunes et ce qui se passe dans la tête des professeurs. Parce qu'il faut qu'on soit en phase, c'est-à-dire qu'on soit connecté, que le professeur soit connecté à ses étudiants et à ce qu'il enseigne. Or, je pense qu'il y a un décalage en Haïti, il y a une déconnexion entre le corps professoral et les étudiants. Et je vais vous dire pourquoi. Moi, j'enseigne 2 cours. Je fais un cours Culture et Société de la Caraïbe, où je passe en revue toute l'histoire de la Caraïbe, depuis l'époque précolombienne jusqu'à aujourd'hui. Donc il faut comprendre un peu tout le processus historique qui a mené aux sociétés et aux cultures actuelles dans notre pays à nous, mais aussi dans l'environnement caribéen. Et je fais un cours sur les relations internationales et le réchauffement climatique avec ses impacts sur les pays pauvres, puisque c'est un phénomène actuel. Le climat est en train de changer partout, il est en train de changer chez nous, les saisons changent et nous sommes très souvent victimes de décisions que nous n'avons pas prises. Donc c'est important qu'on comprenne d'où ça vient et qu'est-ce qui se passe dans les grandes réunions internationales où des décisions sont prises également. Donc dans ces 2 cours, j'ai quand même 35 étudiants. Et chaque fois, je pose à mes étudiants la même question. Si on vous donnait un visa, est-ce que vous laisseriez Haïti? Je n'ai jamais trouvé un étudiant qui me dise « je resterai ». Il y en a qui me disent « même si on n'a pas de visa, on s'en ira ». Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème du fait que l'étudiant qui arrive à l'université, qui fait ses études en Haïti, donc qui est ancré quelque part, ne peut pas se projeter dans l'avenir de son pays. Mais pour moi, c'est un problème colossal. C'est un problème colossal. Je suis ravi de savoir que vous retournerez en Haïti et vous essayerez de voir comment vous y inscrire. Je ne sais pas encore si vous désirez laisser le pays aussi, mais je ne serais pas étonnée. Parce que c'est vrai que c'est décourageant d'un autre côté, quand le jeune qui a des compétences, qui sait qu'il peut travailler, qui a l'énergie, qui a envie de voir son pays bouger et projeter une autre image dans le monde, qu'il rencontre des obstacles partout, parce que ce pays, malheureusement, ne pense pas et ne prend pas suffisamment le cas de sa classe moyenne. Vous savez, j'étais à Harvard University l'année dernière. J'avais été invité à enseigner ce qu'ils appellent le Resident Fellow. Donc j'ai passé 4 mois à Harvard et j'ai appris que dans la région de Boston, il y a plus de PhD haïtiens qu'en Haïti. Alors, comment voulez-vous construire un pays quand les ressources humaines formées, compétentes, qualifiées, ayant des diplômes des meilleures universités du
du monde ne se trouvent pas dans le pays. Et que le pays n'arrive pas à attirer ces jeunes et à leur donner un ancrage pour qu'ils s'inscrivent dans le processus de construction ou de reconstruction du pays. Donc ce sont des problèmes sérieux, mais ça ne changera pas non plus si tout le monde s'en va. Donc c'est le rôle de l'université aussi, non seulement de donner les capacités, mais d'ouvrir des perspectives. Et c'est ce que je peux dire, moi, de ce qui pourrait et devrait se passer. Quelles sont les perspectives qui s'offrent à des jeunes qui sont compétents, qui sont intelligents, des fois brillants, qui ont les qualifications qu'il faut, qui aiment leur pays, par ailleurs. Parce que moi, tous ceux que j'ai rencontrés en diaspora aiment leur pays, même ceux qui sont nés haïtiano-américains ou canado-américains, aiment leur pays, ont une idée un peu, des fois, idyllique du pays. Des fois, ont honte que leur pays soit traité de cette manière. Mais il faut avoir beaucoup de courage pour rester en Haïti, travailler en Haïti, affronter les obstacles, mais en même temps c'est très payant, dans le sens que c'est très gratifiant. C'est pour ça qu'il faut avoir en même temps des valeurs. Il faut avoir un savoir, des connaissances, mais il faut avoir des valeurs. Il faut en plus, ce que je crois que nos étudiants ne savent pas, et c'est un gros déficit dans l'enseignement, vous ne connaissez ni l'histoire, ni la géographie du pays. Moi, je ne serais pas étonné que le jeune d'ici qui vient de Montbain-Crochu connaisse très peu de choses du pays, bien qu'il vienne d'une petite ville inscrite dans le haut plateau ou le bas nord. Je suis sûr qu'il ne connaît pas Wanamé, je suis sûr qu'il ne connaît pas Fort-Liberté, ou s'il connaît, c'est parce qu'il doit passer par là pour rentrer chez lui. Quant à la grandance, n'en parlons pas. J'ai une classe de 35 étudiants, aucun d'entre eux n'a été à la Citadelle. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut que vous ayez un intérêt pour apprendre l'histoire de votre pays, la géographie, les monuments importants. Ça fait partie de notre patrimoine. Et de là, ça donne un ancrage. Ça donne un ancrage dans le pays. C'est pas à l'extérieur qu'on doit vous dire, ah, vous savez, votre pays, il y a une littérature extrêmement importante. Et puis c'est la première fois que vous entendez parler de Daniela Ferrière ou de Edwidge Gentica. Non, il faut que c'est à la maison que ces choses doivent s'apprendre. Et c'est pour ça que, effectivement, des fois, l'éducation est très saucissonnée. Vous êtes en agronomie, on vous apprend seulement ce qui concerne l'agronomie. Vous ne savez rien en littérature, rien en histoire, rien dans l'histoire de la culture de ce pays. C'est pas normal. Ou même, des fois, on nous apprend beaucoup plus des pays extérieurs que notre pays. Absolument. Dans l'éducation. Donc, vous voyez, rénover l'éducation à Haïti passe par ça. Depuis l'école primaire, depuis le préscolaire à la limite. Ouvrir l'enfant à son environnement. Moi, j'avais fait un programme de préscolaire à Focal, et c'est ce qu'on faisait. Dans certains endroits où on était, on faisait les enfants sortir de la classe, aller regarder la rivière, aller voir comment on pêche les écrevisses, aller voir les arbres, regarder la montagne. Sachez que là, vous êtes dans l'altitude. Donner aux enfants depuis tout petit des concepts qui leur permettent de comprendre leur environnement. Et ça ne se fait pas. Rénover l'éducation en Haïti passe par là. Donner un ancrage aux enfants tout petits pour qu'ils ne pensent pas qu'ils sont en transit dans leur pays et que la seule chose qui va les valoriser, c'est de partir. Vous avez bien raison. Parfaitement. Nous sommes d'accord. Et je pense que ceux qui regardent cette vidéo, pour le moment, profitent vraiment de tout ce que vous avez dit. Bon, nous avons une dernière question que nous voulons vous poser. C'est pour un peu vous adresser aux jeunes. Quelles sont 2 ou 3 choses que vous conseillerez à un jeune étudiant à l'université en Haïti pour changer non seulement le système éducatif et le pays en général?
Parce que, comme vous dites, l'image que nous projetons, c'est pas la meilleure image. Comment on peut changer ça? D'abord, d'avoir une attitude vis-à-vis du savoir. On ne va pas à l'université parce qu'au bout du compte, on veut faire de l'argent. Ce que je trouve, c'est très bien de faire de l'argent. Je n'ai absolument rien contre l'argent. Par contre, l'argent n'est qu'une ressource. Si là, vous n'avez pas le savoir qu'il faut, le savoir pour un monde qui change, le savoir qui va vous permettre dans 10 ans, dans 20 ans, d'être toujours up-to-date, le savoir qui ouvre la perspective et vous donne une ouverture sur le monde, pas un savoir confiné à seulement ce que vous voulez apprendre. Donc avoir une posture d'étudiant vis-à-vis du savoir, ça c'est extrêmement important. Des connaissances qui vous permettent d'avoir une ouverture sur le monde et de prendre une hauteur de vue sur les choses qui se passent. La deuxième chose que je pensais importante, ce sont les valeurs. Absolument important. L'éthique. On est dans un pays où il y a trop de corruption. Donc, en même temps que vous allez acquérir des connaissances, vous allez avoir un savoir, il faut savoir aussi que ça s'accompagne de valeurs éthiques, à savoir une honnêteté intellectuelle, une solidarité dans ce pays qui en a besoin, un regard sur ce pays, sur sa population pauvre, et savoir qu'elle a besoin de vous. Elle a besoin de vous. On est encore le seul pays de la région avec un fort taux d'analphabétisme. Et c'est bien qu'il y ait des jeunes qui aillent à l'université parce que les deux bouts de la chaîne sont importants. La petite enfance et ceux qui, au niveau de l'université, ont des savoirs qu'ils peuvent mettre au service de la chaîne éducative. Vous savez, l'université et l'enseignement supérieur ont été fortement négligés dans notre pays. Très peu de financement, sinon presque pas. Donc, quand vous négligez l'enseignement supérieur, vous négligez l'éducation. Vous négligez la recherche. Donc, tout ça aussi, moi, c'est ce que je dirais aux étudiants. Intéressez-vous à votre pays. Ne laissez pas que toutes les études et les recherches qui se font sur votre pays aujourd'hui se font par des étrangers. Apprenez. Ne restez pas ignorant sur votre pays, quel que soit le domaine. Et puis, je crois que la science est importante. Nous sommes un pays qui avons tourné le dos à la science. La science est extrêmement importante. C'est vrai que Rabelais a dit « science sans conscience n'est que ruine de l'âme », mais la science est importante. La science, les valeurs, c'est sûr, mais la science est importante. Vous savez que dans un pays, il y a si peu de gens qui peuvent comprendre même le tremblement de terre qui est arrivé, ce sont des géologues étrangers, alors que le pays est un immense laboratoire. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'on s'intéresse à la science. Tous les domaines scientifiques. Et c'est l'avenir aussi de l'éducation. Vous savez, le monde change. On ne peut pas rester dans les trucs traditionnels seulement. Il faut qu'on s'adapte. La machine ne remplace pas l'intelligence humaine, elle l'aide, mais il faut qu'on soit adapté au monde moderne et qu'on puisse utiliser les technologies modernes pour faire avancer non seulement l'éducation, mais la société. La société. Plus il y aura de gens formés avec une éthique, moins on aura peut-être de corrompus, plus il y aura au gouvernement des gens qui ont une vision, qui comprennent l'histoire de ce pays, qui comprennent où on est dans ses relations internationales et qui pourront avoir une vision de ce que nous devrions être quand moi je ne serai plus, mais que vous aurez les rênes du pays dans 20 ans, dans 50 ans. Mais c'est important de marcher avec son temps en même temps. Nous vous remercions, Madame Duvier-Pierre-Louis, pour vos conseils et de nous avoir accordé également cette interview.
Nous croyons que vous êtes une ressource pour Haïti, vraiment. Écoutez, moi j'aime mon pays, j'ai une grande passion pour mon pays et pour l'éducation. Quand j'enseigne avec beaucoup de passion et ça m'a fait plaisir aussi de répondre à vos questions. Merci. Et puis je suis très fière de vous, de ce que vous faites, de la disposition d'esprit dans laquelle vous êtes. Même ici, l'ouverture que vous avez, la rencontre que vous faites avec des gens de tous les pays, ça forme aussi. Et je suis ravie que vous ayez pu faire cette expérience. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame.